partie des journaux avait décidé de me dépeindre comme le dauphin de l'évêque ou encore de me dépeindre comme Brutus, celui qui allait prendre sa place, en lui jouant un mauvais coup. Et je vais vous raconter une anecdote là-dessus, toujours devant ce même ascenseur, entre le tunnel du Parlement puis le bureau du premier ministre puis du Conseil des ministres. Le soleil, c'est comme si c'était presque automatique, sortait des sondages les veilles de Conseil des ministres et on sondait les gens sur s'ils voteraient pour le PQ ou pour le Parti libéral selon que ce serait M. Lévesque ou Bernard Landry ou moi ou Pauline Marois ou Jean Garon ou je ne sais pas qui d'autre qui serait à la tête du Parti québécois. Et de façon systématique, je ressortais comme étant plus fort que M. Lévesque dans ces sondages-là. Alors, imaginez pour moi qui m'assoit au Conseil des ministres, là, puis c'est en première page du Soleil, Johnson autant, puis Lévesque a moins. C'est troublant pour moi. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est pas moi qui fais les sondages, c'est pas moi qui publie. Et la troisième fois où c'est arrivé, là, sur une période d'à peu près un mois et demi, M. Lévesque a le Soleil dans la main, puis c'est encore le même genre de titre. Puis il me regarde, il dit « Je sais que c'est pas de votre faute. » Puis j'étais très heureux qu'il me dise ça ce jour-là, parce que ça m'a permis de constater qu'il avait décidé de se mettre dans ma peau. Et ça, pour un premier ministre, c'est pas obligatoire, de se mettre dans la peau de ses ministres. Il avait décidé de se mettre dans ma peau. Et puis, il savait que j'étais loyal. M. Lévesque, à la fin de son rôle de premier ministre, on le sait, a eu un épisode où il a été hospitalisé, il a été très malade, il a été éprouvé par un choc psychologique important, ce qu'on appelle un burn-out. Et il ne s'en est jamais vraiment remis. Et ça l'a rendu fragile, et ça l'a rendu plus irritable, ça l'a rendu moins l'homme qu'il avait toujours été au gouvernement, jusque-là. Et le départ des collègues en décembre 1984 a été pour lui un coup d'une dureté inouïe. Et le paradoxe, c'est que ces jeunes ministres qui voyaient au Conseil des ministres poser des questions autour du beau risque ou de plein d'autres choses, et toujours appuyer M. Lévesque. Et qui étaient les mêmes, cependant, qui avaient soulevé le point d'interrogation sur la gestion du secteur public-parapublic et qui ne voulaient pas qu'on le gère comme ça. Et lui, pour des impératifs qui étaient le sien, a décidé de les gérer comme il l'a géré. Puis les jeunes ministres ont suivi, puis ont été solidaires, puis respectueux de la décision du premier ministre. Il faut faire ça de temps en temps quand on est ministre. Prendre sa pilule, prendre son biscuit, puis l'avaler. Alors, M. Lévesque était dans les, je dirais, 6-8 mois avant son départ. Pas tout à fait l'homme qu'il avait été avant. Brisé, affaibli par son épisode d'hospitalisation. Extrêmement bouleversé du départ des collègues, mais néanmoins capable de rebondir de temps en temps. Mais dans un contexte où un certain nombre de ses ministres qui étaient restés loyaux à lui, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, là, ceux, entre guillemets, à qui on aurait reproché de comploter contre M. Lévesque, c'est précisément ceux qui étaient restés, pas ceux qui étaient partis. Ceux qui avaient été loyaux au premier ministre, ceux qui l'avaient suivi dans le beau risque. Il n'y a personne qui a poussé M. Lévesque dans le beau risque, surtout pas moi. Il l'a choisi. Et puis il a eu l'appui des plus jeunes ministres pour le faire. Les plus vieux, quand on regarde en gros, là, ça s'est fait beaucoup autour de ces deux générations. Et moi, je n'ai jamais cru que mon comportement était considéré par qui que ce soit d'importance et de jugement au bureau du premier ministre
comme étant autre chose que parfaitement loyal au premier ministre, comme je l'étais, comme c'est le devoir d'un ministre que de l'être. Et le jour où on décide qu'on n'est plus capable d'être loyal, on s'en va. Il y a des membres du Conseil des ministres qui voulaient le départ de M. Lévesque. Je n'avais rien à voir avec ça. C'est pas moi qui avais mis ce mouvement-là en branle. Un jour, un ministre est venu me voir à mon appartement et me dire, et qui était du clan des plus âgés, disons. Et il vient me voir à l'appartement, puis il me dit, écoute, si tu me donnes telle position dans la campagne, moi, je te promets, je sors telle région de Montréal. Puis je l'ai mis dehors de mon appartement. En disant, tu es venu m'offrir ici tes services pour une campagne à la chefferie qui n'est pas ouverte. Il y a juste une personne qui peut ouvrir la campagne à la chefferie, ou le parti, ou une personne. Le chef du parti et premier ministre dit « je m'en vais », puis la campagne est ouverte, ou bien le parti décide qu'il y a une campagne. Ni un ni l'autre n'a été fait. Et je trouve ça inacceptable. Puis ça a mis fin à ma relation avec ce ministre que je connaissais depuis 20 ans. Fini, c'est plus jamais parti. Il était de ceux qui m'ont pas trop aidé quand j'étais chef du parti par la suite. Après le ministère du Travail, à 90 heures par semaine, un référendum, une élection, un rapatriement unilatéral, la crise économique à gérer aux affaires sociales. J'étais fatigué un peu. On le serait à moins, je peux vous le dire. Et je vous dirais honnêtement qu'on n'a pas le temps de penser à des ambitions de chefferie si on a le goût puis la volonté de faire ce qu'on a à faire dans son métier. Puis moi, j'avais le goût puis la volonté de faire ce que j'avais à faire comme ministre. Point. Je ne pouvais pas empêcher les autres de penser. Je ne pouvais pas empêcher les journaux d'écrire ce qu'ils écrivaient. Je ne pouvais pas empêcher les sondeurs de faire ce qu'il fallait. Puis ces sondeurs faisaient ce qu'ils voulaient. C'est leur devoir de faire des sondages. Les journalistes, c'est leur devoir d'analyser puis de spéculer. Mais c'est pas... on oublie que c'est pas parce qu'il y a de la spéculation et des sondages que ça veut dire que celui qui en est l'objet est un acteur. Je n'étais pas un acteur de ça. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai choisi de ne pas l'être. Et j'ai choisi de ne pas l'être, entre autres, parce que ce que j'avais connu quand j'étais plus jeune à l'égard de mon père. Je connaissais les exigences de ce que c'est qu'être chef de parti puis premier ministre. Puis je connaissais le prix à payer pour un parti ou pour un groupe de parlementaires pour la déloyauté. Puis je connaissais l'atteinte humaine que représente la déloyauté pour le chef dans la personne du chef. Je le savais parce que je l'ai vu dans le cas de mon père. Je n'aurais jamais fait ça à l'évêque. Jamais. Jamais de la Sainte Nuit. Puis il le savait. C'était tout ce qui m'importait. M. l'évêque a quitté. Et j'ai dû réfléchir sur le fait que je me présenterais ou pas à la direction du parti. C'est ce que j'ai fait. Et je me souviens, à l'époque, la plupart des analystes disaient que c'était une réflexion inutile, que le choix était fait. Le choix n'était pas fait. Quand M. l'évêque a annoncé son départ, je n'étais pas en réflexion de savoir si j'irais à sa succession, de guillemets. J'avais trop à faire que penser à sa succession à l'époque. Alors, techniquement, quand je suis assermenté après la convention en chefferie, donc au tout début de l'automne, j'avais en principe jusqu'à peu près au mois de mai 86, et ce qui aurait été étiré le mandat du gouvernement, à peu près au maximum de ce que permet la Constitution. J'avais écrit dans un livre que j'ai encore d'ailleurs, les 7-8 choses que j'avais le goût de faire en très peu de temps. Et je me suis retrouvé dans une situation où des collègues devaient quitter
pour des raisons personnelles. Des gens qui, en étant là, à l'époque de M. Lévesque, en étant de ceux qui l'avaient appuyé, en étant du noyau qui, dans bien des cas, était en faveur du beau risque, étaient des gens qui, pour des raisons personnelles, n'en pouvaient plus, puis avaient l'intention de s'en aller. Et ça m'aurait, si c'était arrivé, ça ne m'aurait pas permis de faire siéger le Parlement pour la session du printemps. Et donc, j'ai décidé que je ferais l'élection le plus rapidement possible. Je n'avais pas les instruments pour réaliser beaucoup de choses. Parfois, je me demande si j'aurais dû me laisser agacer par ces préoccupations-là, parce que je suis convaincu que si j'avais réussi à gouverner pendant 6 mois, les gens auraient vu de quel bois je me chauffais, puis auraient vu un peu plus de qui j'étais plutôt que le successeur d'eux, puis bon. Après, tu sais, chausser les chaussures de René Lévesque, c'est un gros contrat, ça. Et donc, il aurait fallu que j'aie des instruments pour gouverner. Si j'avais été sûr d'avoir une majorité dans le Parlement, j'aurais choisi de rester jusqu'à la fin, puis déclarer les élections le plus tard possible. En disant aux gens, vous savez, voici où moi je vais aller, voici comment je vois le rôle de l'État, voici comment je vois le rôle de la participation du secteur privé, voici comment je vois la fiscalité. J'avais le goût de faire ça. Mais on était encore en train de ramasser les résultats de la division interne du parti et puis de la gestion du secteur public et parapublic. Moi, j'ai toujours été un homme de gouvernement. Comme Lévesque, d'ailleurs, qui détestait l'idée d'être député de l'opposition. Pourquoi? Parce que dans notre système, c'est le rôle de l'opposition, et surtout du chef de l'opposition dans nos institutions, que d'être contre ce qui est déposé par le gouvernement. Et pourquoi? Parfois, dans la population, on dit qu'ils sont contre juste parce qu'ils sont contre, c'est pas correct. Non, non, ils sont contre parce que si on ne veut pas que l'opposition dans la rue, il faut qu'elle soit dans le Parlement. C'est ça le raisonnement de base de nos institutions parlementaires. Si on ne veut pas que les gens soient dans la rue, il faut qu'ils aient une voix dans le Parlement. Le rôle de l'opposition, c'est de représenter un point de vue qui n'est pas celui du gouvernement et qui n'est pas nécessairement le point de vue de l'opposition. Moi, il m'est arrivé d'être obligé de faire des discours contre des législations, mais pour le fond des choses, j'étais d'accord. Mais je savais qu'il y a une partie de la population qui avait besoin d'une voix, puis c'est la voix de l'opposition. Donc, en soi, être chef de l'opposition, pour quelqu'un qui a été au gouvernement, puis qui sait comment ça marche, le gouvernement, puis qui connaît les limites du gouvernement. Être chef de l'opposition, critiquer le gouvernement, ce n'est pas une affaire facile, intellectuellement, quand on est d'accord avec ce qui est là. Puis par ailleurs, les règles du jeu nous empêchent de dire qu'on est toujours d'accord. Sauf sur des questions fondamentales. C'est une grande crise. Le parti voulait qu'on fasse semblant qu'il ne s'était rien passé. Puis un chef qui aurait dit, on va faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Puis oui, on va parler de la souveraineté avant, pendant, après. Mais dans le fond, on va dire ça, là, mais c'est pas ça qu'on va faire. On va préparer un gouvernement. C'était un peu ce que le parti voulait. Et moi, je me refusais de faire ça, puis j'étais un peu entêté. Je me disais, il faut être cohérent. Tu sais. Est-ce que oui ou non, on veut exposer les citoyens dans les 10 prochaines années à un référendum? Ma réponse est non. Je pense que ça n'aurait pas de sens. C'est pas nécessaire. Mais en attendant, le Québec a des choses à faire. Et notamment en matière culturelle, qui pour moi était important. Notre gouvernement, paradoxalement, avait négligé le secteur culturel. Le Parti libéral a fait mieux que nous en matière culturelle. Parce qu'on prenait un peu pour acquis le milieu culturel, les nationalistes. Et dans les choses que je voyais, dans ce que j'ai appelé l'affirmation nationale, notamment, c'était le développement d'une politique culturelle solide. Puis d'accepter qu'il y a des ressources de la collectivité qui aillent là-dedans, plus qu'ailleurs. Puis d'en faire un vrai phare de ce qu'est le Québec. Parce qu'ultimement, à quoi bon discuter de... À quoi bon discuter de ce qu'est l'avenir constitutionnel ou politique d'une population, d'une nation,
s'il n'y a pas de consistance, puis ça ne se donne pas des instruments sur le plan culturel. Ça nous prend une consistance culturelle. La consistance culturelle, elle se manifeste par la qualité de notre littérature, la qualité de notre musique, la place de la culture dans la vie quotidienne des gens. Et avoir un projet de pays, sans ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Et à l'intérieur du parti, il y avait une grogne, y compris à l'intérieur du caucus, 5 députés en particulier qui étaient malheureux du fait que je sois à la direction du parti avec les idées que j'avais. Et je savais très bien que les Anglais ont une expression, un self-fulfilling prophecy, hein? Une affirmation de vérité auto-validée. On dit, ça va aller mal, puis au cas où vous ne me croiriez pas, je vais vous rendre la vie difficile. Et c'est exactement ça qui se passe. Ça, je le voyais, là. Et j'ai vu le scénario sur 2 ans. J'ai vu le scénario d'une grogne à l'intérieur du parti, qui est un parti de coalition, et où une partie de la coalition a décidé de ne pas jouer le jeu de ce qu'est une coalition, pas jouer le jeu du compromis. Et ça, dans une coalition, quand il y a un bloc important dans une coalition partisane qui ne veut pas jouer le jeu, il n'y en a plus de coalition. Alors, j'ai passé la main aux gens de cette partie-là de la coalition qui ne voulaient pas jouer le jeu en disant « c'est à vous maintenant », puis je suis parti. Puis ils ont perdu l'élection. Ils n'ont gagné que 4 ans plus tard. Je devais être reçu par le président Mitterrand. Et M. Lévesque est décédé le jour où je devais voir Mitterrand. Je l'ai appris quelque part très tôt le matin. J'ai été bouleversé. Il y a une histoire saugrenue qui dit que le gouvernement français m'a offert un avion pour me ramener à Montréal, ce qui est faux. Ce qui est faux. Je suis revenu le lendemain et j'ai bien vu aux funérailles de M. Lévesque ce qui allait se passer, que dans le fond, le combat autour des enjeux sur la question nationale à l'intérieur du parti se ferait, entre guillemets, au nom de René Lévesque. Ce que moi, j'avais refusé de faire. J'ai toujours refusé de dire l'affirmation nationale, c'est ça que Lévesque aurait fait. J'ai toujours refusé de dire ça. Même j'avais pu penser qu'en gros, c'est là qu'il serait probablement allé. Dans les circonstances objectives dans lesquelles on était. Mais j'ai toujours refusé de présumer d'un endossement de la vision de René Lévesque. Je savais très bien qu'une fois mort, c'est ça que le clan des orthodoxes du PQ ferait. Et je ne voulais pas participer à un truc où on déchirait l'image de René Lévesque autour de qu'est-ce qu'il aurait voulu s'il avait été là. Je trouvais que c'était indigne que de faire ça. J'ai connu ça aussi. J'ai vu des conversations désagréables autour du cercueil de mon père, de gens qui voyaient la succession. Et j'ai vu ce type d'atmosphère autour du cercueil de René Lévesque. Et j'ai décidé que je quitterais. Je vous dirais, ma décision de quitter est intervenue par une réflexion, là, mais qui a commencé le lendemain du décès de M. Lévesque. Parce que je voyais trop ce qui s'en venait. Et comment ce serait malpropre comme niveau de langage, comment ce serait démagogique, comment ce serait divisif, encore une fois, au niveau du parti, puis au niveau du monde nationaliste au Québec, que je croyais à l'époque avoir besoin de se regrouper pour réussir. Je peux le dire bien franchement, on m'a approché pour la mairie de Montréal 2 fois. On m'a approché pour des candidatures à la fois à Québec et à Ottawa. Et j'ai toujours refusé. Et puis j'ai toujours refusé d'ailleurs de me mêler des débats présents depuis 20 ans. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur le Québec depuis que j'ai quitté la politique, même si ma vie a été une vie depuis 18 ans, beaucoup axée sur les questions internationales. Et je dois constater que
Il y a eu 4 grandes choses qui ont stimulé le mouvement nationaliste au Québec, y compris le mouvement indépendantiste. Et je fais toujours la distinction entre les deux. Ce qu'on ne fait pas malheureusement au Canada anglais. Hein? Au Canada anglais, ils voient le nationalisme comme étant, par définition, un mouvement indépendantiste, alors que les nationalistes québécois savent qu'il y a toute une gamme de nationalisme. Mais si on prend le mot nationalisme qui recouvre l'ensemble, de ceux qui veulent des changements, de ceux qui ont un sens d'identité profond, de ceux qui veulent un statut particulier ou de ceux qui veulent le statut d'un pays avec son drapeau aux Nations unies. C'est quoi les fondements de ce mouvement-là? C'est des fondements historiques sur lesquels je ne reviendrai pas. C'est une population qui s'est distinguée en Amérique du Nord, mais qui, il y a à peine 2 générations, était une population qui souffrait de discrimination collective, pauvre et appauvrie à cause de qui elle était. De discrimination individuelle à cause de la langue française. Des gens qui n'avaient pas d'emploi parce qu'ils parlaient français ou qui étaient mis à la porte parce qu'ils parlaient français. Une volonté de voir l'État devenir l'instrument du progrès pour cette population. Et finalement, une recherche d'identité, de la reconnaissance de notre identité. Donc, discrimination individuelle, discrimination collective, une vision d'un État qui peut régler ses problèmes et la recherche de la reconnaissance par les autres de qui nous sommes. Et je regarde ce qui s'est passé depuis 2 générations. C'est plus vrai qu'on est une population pauvre et qui est discriminée sur le plan collectif. La discrimination individuelle, oui, il y en a à l'occasion. Et c'est le sort de la plupart des minorités dans le monde. Mais globalement, paradoxalement, à la fois la loi 101 au Québec et la politique de bilinguisme du gouvernement fédéral pendant 40 ans ont fait du français quelque chose qui est reconnu par le Canada anglais et reconnu par le reste du monde extérieur qui vient nous voir. Un progrès phénoménal depuis 40 ans. Et la vraie question qui se pose pour le mouvement nationaliste, il y en a 2, en fait. Est-ce que c'est essentiel d'être reconnu par les autres ou est-ce que c'est suffisant de se reconnaître soi et de faire ce qu'on a à faire, puis de se battre et d'avoir un rapport de force dans les institutions dans lesquelles on vit? Et si c'est nécessaire d'être reconnu par les autres, quelle est la reconnaissance qu'on recherche? Est-ce qu'elle doit passer par la souveraineté ou est-ce qu'elle peut passer par une autre occasion où l'intégration dans notre perspective historique serait peut-être qu'il y a un moment qui permettrait d'aller chercher quelque chose qui assouvit une partie de notre passion d'identité? Et c'est pour ça que je trouve que les motivations d'implication politique ne sont pas tout à fait les mêmes en 2006 qu'elles ne l'étaient en 1976. Parce que le temps a passé, puis le progrès s'est installé. Quand je me suis engagé en politique, j'avais déjà voyagé un peu, puis je m'étais occupé d'affaires internationales. J'étais un des fondateurs d'Oxfam au Québec. J'ai passé beaucoup de temps là-dedans, avec beaucoup de monde d'ailleurs, extraordinaires, qui sont encore des amis aujourd'hui, un peu partout. Mais je me rends compte avec un certain recul que j'ai défini nos ambitions à partir de ce qui me tenait occupé. Et ce qui me tenait occupé, c'était littéralement cette ville, cet édifice, ce Parlement, et le Québec avec ses intrants. Et ce qui me tient occupé depuis presque 20 ans maintenant, c'est un monde plus poreux, plus complexe, où j'accepte de relativiser, où quand je vois des situations d'abus des droits en Biélorussie, ou ce qui se passe au Darfour, ou même ce qui se passe parfois dans la démocratie américaine, je trouve qu'on
On a ici des richesses de vie extraordinaires sur lesquelles on ne se retourne pas. Non pas qu'il faut, entre guillemets, toujours s'en satisfaire, mais il ne faut quand même pas se plaindre de contraintes qui sont à la limite comme étant des agressions centrales sur ce que nous sommes. On a de la place pour devenir qui on veut être au Québec. Et tant et aussi longtemps qu'on sera une minorité, on devra subir un refus de reconnaissance exact de ce que nous sommes par les autres, qui qu'ils soient, que ce soit les Européens, les Américains ou les Canadiens, au Canada anglais. Et moi, je me suis réconcilié avec l'idée que c'est pas si mal que de vivre en acceptant que la collectivité dont je suis fier, à laquelle j'appartiens, et qui me définit, et qui définit mes enfants, qui définit mes parents, c'est une collectivité qui a un défi fondamentalement de survie. Mais la réalité du monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a des courants extérieurs à nous qui limitent ce qu'on peut faire. On ne peut pas se définir dans l'isolement. Et le projet politique du Québec, c'est un projet d'ouverture. Le nationalisme québécois, dans ses formes les moins, entre guillemets, radicales, est une force extraordinaire, parce que c'est la recherche de l'affirmation de son identité. Le projet politique de l'atteinte du siège aux Nations unies, de l'exclusivité des taxes, puis de l'exclusivité des lois, qui s'appelle l'indépendance, est un projet qui est peut-être moins nécessaire pour justifier l'énergie dont on doit mettre notre temps comme société.